Nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, je suis accompagné de Lucas. Salut Lucas. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Bah tranquille Raphaël, hein. Tranquille. Aujourd'hui, on va parler avec Lucas d'endométriose, un sujet que j'ai jamais abordé sur le podcast, il me semble, et où je suis pas très calé. Et du coup, c'est aussi pour ça que je voulais t'inviter. Mais avant, est-ce que tu pourrais d'abord te présenter, s'il te plaît ? On va essayer de le faire très brièvement. Lucas, 28 ans. Ça fait 8 ans que je suis coach sportif privé et ça va faire 4 ans, un peu plus de 4 ans, que je me suis vraiment spécialisé dans tout ce qui est physiologie féminine. Okay. À savoir tout ce qui est troubles hormonaux, réhabilitation féminine, par choix personnel, parce que je trouvais ça beaucoup plus intéressant de coacher sur le plan physiologique une femme qu'un homme. C'est beaucoup plus challengeant. À savoir, en dehors de ça, je suis également étudiant en chiropraxie. Et voilà, si tu dois faire résumer grosso modo. Et on en a parlé en off, mais t'as un gros rythme en tout cas. Ouais, un rythme de croisière bien sympa quand même, sur une mer un peu agitée, ouais. Et justement, on en avait parlé un peu en off, que ouais, tu t'intéressais plus à la physiologie justement féminine, et notamment dans les problématiques que peuvent rencontrer certaines femmes, il y a l'endométriose. Mais est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer un petit peu brièvement ce que c'est et comment ça affecte notamment le quotidien des personnes qui ont de l'endométriose ? Alors, l'endométriose, c'est une maladie qui... alors, j'essaie de te faire quelque chose de très général, d'accord, et je vais aller dans le spécifique. J'aime bien fonctionner toujours en mode entonnoir. Ouais, pas de problème. D'abord, général puis spécifique. En gros, l'endométriose, pour ceux qui ne savent pas, c'est une maladie gynécologique féminine et masculine, okay, qui vient produire des cellules endométriales qui viennent se fixer en dehors de leur cavité d'endomètre. Ça, c'est la définition un peu classique. Et du coup, ces cellules, par contraction et par contractibilité, vont créer des douleurs sur les zones qui sont affectées. Par exemple, je pense que tout le monde a déjà une crampe dans sa vie. Essayez d'imaginer avoir une crampe soudaine, spontanée, au niveau de votre appareil génital, au niveau de vos voies pulmonaires, au niveau de votre système digestif. Maintenant, c'est une maladie aussi qui évolue énormément. En fait, plus on avance dans le temps et plus on se rend compte que cette pathologie, on la connaît pas très bien. Okay. D'accord ? C'est-à-dire que la définition d'endométriose d'il y a 5 ans n'est plus du tout la même qu'aujourd'hui. Il y a 5 ans, on t'expliquait que l'endométriose, c'était des cellules endométriales qui voguaient en dehors de l'endomètre, qui venaient se fixer et qui, par contractilité, venaient causer ces douleurs. Aujourd'hui, on est passé de ce stade-là à un stade où on sait que l'endométriose, c'est une maladie qui vient produire des cellules similaires aux cellules endométriales et qui viennent se balader partout dans le corps humain. Okay. Et de ça, du coup, on en a différencié en fait plusieurs types d'endométriose. On a 3 grades exactement d'endométriose. Donc le grade 1, on va dire, c'est juste, entre guillemets, je mets des formes dessus, l'endométriose classique, où c'est juste des cellules qui vont se contracter autour de l'endomètre, grosso modo. Okay. Après, on va avoir le grade 2 avec des cellules qui, elles, cette fois-ci, vont venir créer des légères lésions, ok, tout autour de l'endomètre, et plus des petites cellules qui vont se balader à droite à gauche. Et le stade 3, qui pour le coup est vraiment plus grave, c'est le stade où on va avoir des lésions plus profondes. Donc là, du coup, par contre, pour pouvoir guérir cette endométriose, on va devoir procéder à de la chirurgie pour venir retirer ces cellules endométriales en venant gratter tout simplement. Et en plus de ça, on va observer une dysbiose intestinale très marquée. Okay. À savoir que la dysbiose sera toujours présente, c'est très important de le comprendre, toujours dans le cas des personnes qui ont de l'endométriose. Okay. Et même chose quand je dis que c'est définition évoluée, c'est qu'aujourd'hui, l'endométriose concerne également les hommes. Très faible, il y a 90% de femmes sur la maladie, tu as 90% de femmes qui sont concernées, ouais. Mais du coup, tu as comme 10% d'hommes qui sont également concernés. Ok. Et voilà, au niveau des grades, les hommes peuvent aussi avoir le 3 du coup. C'est pas... Alors, ça aujourd'hui, moi je pourrais pas te répondre. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune étude qui a été formée sur l'endométriose spécifique homme à ce niveau-là. Ah, ok. En fait, le problème de ça, c'est que ça c'est quelque chose qui est encore très très marqué dans notre société, c'est que les hommes qui ont mal, ils vont se taire.
Jamais tu verras un homme dire ouais j'ai mal, et encore moins j'ai mal parce que j'ai une maladie féminine. Ça n'existe pas. C'est comme un mec prendre la pilule, ça n'existe pas non plus. Ouais. Il préfère rester. Donc il n'y a pas d'études dessus qui montrent les différents grades d'endométriose. Alors et là tu vois les études dont je te parle qui sortent sur les différents grades, ça date de juin. Ok. Ouais. Ah ouais, donc c'est tout frais encore. C'est très récent, ouais. Ouais. Ah ouais. Ok. Et du coup, au niveau de ces grades-là, généralement, comment ça peut un peu... Est-ce que, par exemple, le grade 1 impacte déjà significativement la vie? Enfin, est-ce que la personne a déjà des... C'est une emmerde monumentale. Déjà, on va juste parler de l'aspect douleur, ce que j'évoquais tout à l'heure, le côté crampe permanence. C'est vrai qu'en fait, les cellules endométriales, elles sont indépendantes dans le sens au niveau contractibilité. C'est-à-dire qu'elles peuvent très bien se contracter au milieu de la nuit, se contracter dans la journée, elles se contractent tout le temps. Et c'est encore plus vrai à l'approche des règles avec la bascule des cycles, avec la bascule des hormones. Mais donc ça, c'est juste pour le côté, on va dire, pénible où en fait t'acceptes que ton corps soit une crampe par moment et par endroit, et après t'as tout l'à côté qui va avec en fait la petite dysbiose qui elle peut causer une hyperinflammation de ton corps, et donc forcément pour une femme tu peux avoir une facilité à prendre de la graisse. Donc là on va rentrer dans un côté beaucoup plus psychique où t'as le côté image de soi qui rentre en jeu. Donc une femme par exemple qui n'a pas conscience qu'il y a de l'endométriose, que personne n'apprend aux femmes qu'elles peuvent avoir ça comme pathologie, elle peut pas comprendre en fait pourquoi elle fait des régimes, pourquoi est-ce qu'elle maigrit pas, pourquoi est-ce qu'elle prend du fat facilement. En fait elle a juste un problème de digestion, ou alors simplement un problème de régulation de sa glycémie, du coup qui fait que son corps devient une machine à stocker, mais sans comprendre pourquoi. Ok. Voilà. Donc si on devait résumer, tu as le problème physique pur et dur avec les crampes, les douleurs, et après tu as le problème physiologique plus image de soi-même. Ouais, ok. Ouais, mais du coup ça impacte au final un peu tous les côtés de la vie, quoi. En fait c'est une sphère. C'est une sphère, et après cette sphère elle est vraiment marquée en fonction des grades dans lequel t'es. Ok. Et justement, tu as un peu parlé des régimes, etc. Et c'est beaucoup de ça, on va parler. En tout cas, tu m'as prévenu en off qu'il y allait avoir du cassage de mythes, donc je pense que tu as des idées en tête. Mais là, tu vois, on vient de parler des symptômes. Enfin, tu viens de parler des symptômes. Et est-ce que justement, ça existe des aliments ou des habitudes alimentaires, on pourrait dire, qui viennent aggraver notamment ces douleurs ou même ce côté physiologie, tu vois, que tu as parlé? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent avoir des effets ou pas? Ouais, alors j'en ai une, je vais me faire haïr par, je pense, l'OMS, la pilule. C'est la pire des choses. Ok. C'est la pire des choses pour ceux qui ont de l'endométriose. En gros, donc je vais essayer de faire très simple. On a un dérèglement hormonal. On va prendre le cas d'une femme qui est atteinte d'endométriose classique. Ok, on va pas gradifier, on va juste elle a de l'endométriose. C'est-à-dire que dans son corps, ok, on a une hyperinflammation du corps, pour que tout le monde nous suive. Ouais. À ça, on sait que forcément, ça balance d'équilibre. Déjà, tu as un côté qui déconne, forcément. Tu sais pas lequel c'est. Ça peut être le côté hormonal, ça peut être le côté dysbiose, ça peut être le côté inflammatoire. Il y a un côté qui déconne, ok. À ça, pour réguler ses cycles, cette femme va prendre une pilule. À savoir que la pilule n'est pas personnelle. La pilule n'est pas unidosée. La pilule est posée, recommandée par un gynécologue en fonction de l'individu. Mais cette pilule sera la même que pour ta voisine, c'est la même famille. Ok. Ouais. Donc, que ce soit des microprogestatifs ou justement des progestatifs, ce sera le même moyen. C'est-à-dire que dans cette femme qui a un corps inflammé, de base, tu viens rajouter un élément qui va hyper inflammer le corps. Okay. Mais ça, on ne s'en rend pas compte parce que c'est tellement ancré dans nos mœurs. La femme qui prend la pilule, c'est normal, tu vois. Une femme qui prend ta pilule devant toi, tu dis en fait c'est normal. Mais en fait, la nana, qui de base a une pathologie, elle vient mettre un poison. Mais c'est un poison retardement. Et c'est une bombe à retardement. Donc déjà, je vais pas dire à toutes les femmes d'arrêter la pilule parce qu'il y a certaines femmes qui réagissent très bien à la pilule et tant mieux pour elles, ok, franchement nickel pour elles. Mais par exemple, les femmes qui ne comprennent pas pourquoi leur douleur s'aggrave ou il n'y a rien qui change, vous êtes en droit de vous poser des questions, d'aller voir votre gynéco en disant peut-être que c'est ma pilule qui aggrave le truc. Et là, si votre gynéco il dit non, tu dis des bêtises, changez de gynéco. D'accord. Non mais c'est con, mais c'est en fait si ton praticien ultra spécialisé qui a fait 8 années d'études, il te dit juste, en fait, j'ai pas envie de t'expliquer, tais-toi et fais ce que je te dis, non, en fait, c'est ton corps, t'as le droit de comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Ouais. Et je dis pas, faut remettre en question sa parole, tu vois, le mec, il est spécialisé dedans, mais justement, s'il est spécialisé dedans, à lui t'expliquer pourquoi est-ce que, par exemple, t'as tant de progestérone qui va fixer ton corre. Exemple tout bête sur la pilule qui me rend complètement barge, c'est que toutes les pilules, elles sont normodosées. T'as des normes en fonction des différents types de pilules, mais c'est-à-dire que, par exemple,
pour la même femme, enfin pour les deux mêmes femmes, on va dire, tu as le même profil, 1m70, 1m70, 60 kg, 60 kg, tu en as une ultra sportive, maman, deux gosses, et tu as l'autre qui est archi sédentaire. On va prendre un exemple, métier ultra sédentaire et qui fout rien de sa vie, tu mets la même pilule. C'est complètement débile. Oui, il n'y a pas de personnalisation. Donc déjà, de base, bien sûr. Et déjà, de base, à mon sens, les femmes devraient avoir une pilule évolutive au sens de leur vie, ou même mieux, tu vois, ne pas avoir de pilule. Après, ce n'est que mon avis. Tu vois, après, il y a d'autres moyens que la pilule, tu vois, tu as les stérilés, tu as les patchs, etc. Ouais. Mais prendre le temps déjà pour les femmes qui ont de l'endométriose de se renseigner un peu sur leur pilule. Ça serait la première des choses. Ça, c'est le premier petite gifle comme ça. La deuxième, qui va être un peu plus classique, on va dire, c'est gérer tout ce qui est raffiné, quoi. Ok. Vraiment. Ça, ça semble logique dit comme ça, mais en fait, on a tellement de merde dans notre alimentation. Je vais te donner un exemple, je sais pas si tu sais. Tu sais d'où ça vient les putain, comment ça s'appelle ça, les engrais qu'ils mettent dans les champs. Je parle pas du laboratoire, je parle de la création, l'invention, le mec qui a inventé ça. Ah non. L'histoire, elle est complètement dingo. En gros, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils se retrouvaient avec un tel stock d'armement, les mecs, chimiques, munitions, poudre, tout ce que tu veux, ils se sont dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, ils ont pris un grand bac, ils ont tout mélangé, et ils se sont dit, on va faire de l'engrais. Et c'est comme ça qu'est né l'engrais qu'on connaît hyper industriel pour désherber. En fait, à chaque fois qu'on bouffe des produits, du coup, en fait, t'es pas sûr de l'origine, ou t'es pas sûr de la qualité, ou tu sais qu'il est ultra transformé, ultra raffiné, en fait, tu bouffes du poison. Donc déjà, quand on revient en fait dans l'éducation de base des gens, le côté, c'est tout con, mais je sais pas, je vais acheter un plat tout préparé chez Picard, une poêlée campagnarde, on a tous bouffé ces trucs-là. Poêlée campagnarde, c'est bon en bouche et tout. Ouais. En fait, quand tu regardes la compo, mais t'as envie de pleurer. Et du coup, à l'âge où en fait t'es en pleine croissance, bah déjà tu vas installer un terrain favorable à avoir une future pathologie plus tard. Donc déjà, tout pour une femme qui a de l'endométriose, on vire ça aussi. Ok. Ça vient, comment, je sais plus l'expression, mais ça vient mettre le feu sur l'essence. Je sais plus l'expression, c'est terrible. Ça met le feu à la poudre. Ah voilà. Ça met le feu aux poudres, exactement, c'est ça. Ok. Et non, mais l'anecdote en plus, c'est intéressant parce que je le savais pas. Après, je pense qu'il y a beaucoup d'anecdotes comme ça qui nous font nous dire, mais dans quel monde on vit, tu vois. Ouais. Ah, il y en a plein. Franchement, j'en ai 2-3 qui sont hors contexte de ce sujet-là. On en parlera après, mais si on va s'égarer, on va aller trop loin. Vraiment. Donc, toi, du coup, c'est plutôt focus aliments raffinés s'il y aurait vraiment, on va dire, une catégorie un peu d'aliments à faire vraiment attention dans ce cas-ci. Ouais. Déjà, juste globalement faire baisser l'inflammation du corps. Donc, et c'est tout rond, en fait, ça passe pas par 36 000 chemins, ça passe pas par de l'hypermédicamentation, ça passe pas par de l'hyper-supplémentation, c'est juste réguler ta flore intestinale, quoi. Okay. Première étape, on ferme le tout. En fait, il faut vraiment voir le corps humain comme deux cerveaux, et celui qui est là-haut, bah, il est quand même nourri par celui qui est en bas, et en fait, du coup, si tu remets dans l'ordre des choses, bah, celui qui est en bas, il est quand même prioritaire dans tout. C'est-à-dire que c'est con, mais ton cerveau pense avec ce que tu lui envoies. Okay, donc si de base ton estomac il est mal, comment veux-tu que là-haut ça fonctionne bien? Et du coup, même au niveau après de toutes tes glandes, ton hypothalamus et tout, comment veux-tu que ça pas le nourrir? Ouais. Et puis après, même au niveau de l'ordre, tu vois, genre en mode quand tu manges, t'es obligé d'absorber. Donc forcément, ça passe d'abord en bas pour après aller en haut, tu vois. Exactement. Puis avoir une bonne absorption de tout ce qui est minéraux, vitamines et compagnie. Ouais. Et quand tu as une énorme dysbiose, tu as une petite bactérie dans ton estomac qui est en déséquilibre par rapport aux autres, bah forcément, ça va flaguer l'assimilation du reste. Ok. Donc ça, c'est intéressant. Et justement, la question que je voulais aussi te poser, parce que là, t'es en train de déglinguer les aliments raffinés, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des aliments, alors je dirais pas miracle, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des nutriments, si on pourrait être plus précis, aliments ou nutriments, je te pose pour les deux, qui justement au contraire pourraient aider notamment l'aspect inflammation, l'aspect douleur. Est-ce qu'il y a des recherches dessus? Est-ce qu'il y a des choses qui ont du potentiel même? Alors oui, effectivement, alors je vais pas dire qu'il existe d'aliments magiques, mais il y a quand même 2-3 petits aliments qui sont très sympas en complémentation. Je vais t'en donner. Alors le premier, hyper connu, présent dans toutes les cuisines, mais que tout le monde oublie, la cannelle.
C'est un des anti-inflammatoires les plus puissants qui existent, clairement. Donc, si vous kiffez ça, franchement, faites-vous plaisir dessus. Lui, il est mort. Lui. L'ortie. Okay. L'ortie, même chose. D'ortie. Les poudres d'ortie ou les compléments à base d'ortie, c'est même chose, anti-inflammatoire extrêmement puissant. Tu le trouveras pas en pharmacie parce qu'il est pas rentable pour les pharmaciens. Des orties, t'en as partout. Tu te bats dans la rue, t'en as partout. Donc, complément à base d'ortie, ouais, c'est assez fou. Qui est balèze aussi en complémentation. Comment ça s'appelle? Le bourgeon de cassis. Ok. Il est bien ça. Alors ça, c'est plus de la 1, 2, 3 de la naturopathie, mais en termes de complémentation, ça reste vraiment extraordinaire. Okay. Même chose, ça très très gros anti-inflammatoire. Là, comme ça. Si je t'en donnais un dernier, l'huile de nigel, même chose. Et ça peut être recommandé pour tout ce qui va être femme enceinte, okay. Qui peuvent souffrir d'endométriose. Donc ça, c'est vraiment les 4 qui vont apaiser toute l'inflammation globalement de ton corps. Mais ça rentre vraiment, faut partir du principe que ça reste que de la complémentation. C'est-à-dire que associé à quelque chose, à une diète adaptée, à une nutrition adaptée, en fait, ça fera des miracles. Tout seul, pris à part, ça fonctionnera pas. Ok. Mais du coup, ça veut dire que l'alimentation en tant que telle, parce que tu vois, par exemple, il y a des aliments qui sont réputés, enfin, là, t'as évoqué même des épices, tu vois. Moi, quand tu m'as évoqué la cannelle, j'ai pensé au curcuma, qui est aussi pas mal réputé pour ça. Et même, tu vois, des aliments, genre par exemple, tout ce qui est baies, les framboises, les fraises, myrtilles, c'est assez... Enfin, du moins, ça a, tu sais, des anthocyanines, etc. Enfin, ça a en tout cas la possibilité que ce soit... alors ça, c'est pour une autre réponse. En fait, je sais pas si t'avais prévu de me la poser en question, genre qu'est-ce que tu me recommandes. Je sais pas si t'avais prévu de me poser comme question. Qu'est-ce que tu me recommanderais comme diète ouais, on va en parler après. Ouais. Mais du coup, on va y venir tout de suite. Pour ça, j'ai pas répondu tout de suite en termes d'aliments. Ok. Alors, ce que je vais te dire, ça peut-être te sembler complètement ouf. Donc, et ça, c'est vrai pour 90% des femmes que j'ai accompagnées qui ont de l'endométriose. Donc du coup, je vais pas en faire une généralité, mais bon, on va peut-être mettre des warnings quand même. Les gens ne mangent plus de fruits et légumes. Véridique. Ah ouais. Okay. Aujourd'hui, dans l'alimentation du français de base, ça fait chier en fait d'éplucher tes légumes, ça fait chier de cuisiner, ça fait chier de prendre du temps pour cuisiner. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus du tout de fibres. Okay. Ouais. Et la fibre, ça reste l'élément numéro 1 pour calmer le digestif. Ok, c'est super important. J'ai 2-3 exemples comme ça que j'ai eu en coaching où vraiment des femmes qui avaient vraiment des gros symptômes, endométriose stade 2 et tout, vraiment truc vraiment poussé. Elles m'expliquaient ce qu'elles mangeaient, mais vraiment t'as envie de lâcher une larme. Alors, par exemple, le matin, ça mange pas, ou alors café au lait avec plus de lait que de café. Derrière le midi, ça s'envoie juste le steak frites de la cantine, et puis le soir, c'est chips et saucissons, quoi. Et là, tu fais, non, on est en 2023, les gars, non, sérieux, non, pas de sérieux, tu vois. Et juste le fait de remettre des aliments bruts, comme tu dis, genre, tu mets juste quelques baies le matin pour envoyer un peu d'antioxydants, ce qui est extraordinaire pour calmer tout le reste. Tu remets de la fibre, tu remets de la couleur dans ton assiette. Ah, je comprends pas, j'ai moins mal. Sans déconner. Genre, vraiment, il n'y a pas de complément, il y a juste 2 séances de sport par semaine. Et voilà. Et en fait, les gens, aujourd'hui, ils veulent faire tellement compliqué, ils veulent aller tellement loin dans le process, ils veulent tellement se dire, ok, moi j'ai ça comme pathologie, du coup il me faut ça comme protocole. En fait, tu oublies juste les fondamentaux. Tu dors, tu bouffes, tu dors. Ça fait tout le taf. Ouais. C'est tout. J'ai mis dormir x2 parce qu'il y en a un pour moi qui compte aussi. Comme je dors pas. Mais c'est fou. Et donc, en fait, juste tu remets une alimentation variée, et ça fait tout le taf. Après, bien sûr, tu as toujours quelques cas très ultra spécifiques. Ouais. Par exemple, tu vois, on peut penser à une athlète de power qui, elle, sur Instagram, c'est 9h29 qui s'appelle. Elle a un bench à 145 ou 147. Donc, tu vois, c'est une nana, elle pousse un peu quand même. Ouais. Elle pousse bien, ouais. Et elle, par exemple, c'est endo grade 3, plus. Elle a été suivie par énormément de praticiens et ils arrivent un peu à faire fluctuer sa douleur, mais ils y arrivent pas non plus. Donc, tu vois, c'est que cette pathologie, elle est encore en évolution. Après, est-ce que le fait qu'elle soit pas en surcharge d'entraînement en permanence, ça joue pas aussi sur les lésions endométriales qui n'arrivent pas vraiment à cicatriser? Peut-être. Mais c'est une pathologie qui est en perpétuelle évolution, donc on ne sait pas vraiment. Ok, ouais. Mais c'est intéressant, tu vois, le truc des filles, parce que, enfin, déjà, moi, après, l'aspect fruits et légumes, qu'il y en a, ils en mangent pas du tout.
Ça m'étonne, mais ça m'étonne pas. Enfin, j'ai déjà eu des cas aussi. Mais tu vois, je trouve ça intéressant aussi l'aspect fibre. Imaginons, tu vois, t'as une personne qui mange pas de fruits et légumes, mais qui est, allez, on va dire un truc très Frenchy, mais qui adore le pain complet. Et du coup, tu vois, il y a pas mal de fibres, mais genre elle en bouffe à balles. Est-ce que il y a une différence par rapport aux fibres des fruits et légumes? Est-ce que c'est lié juste que le pain ça amène plus d'énergie, donc peut-être dans le cas d'endométriose c'est pas très intéressant? Enfin, est-ce que t'as des infos là-dessus ou pas? Parce que je pense qu'il y a des personnes qui pourraient dire ouais, mais je mange des féculents complets et tout, tu vois. Ouais, alors déjà, la première chose, c'est savoir que ton féculent, il t'apportera jamais autant de vitamines que tes fraises. Ça, c'est la première chose. Ensuite, alors là, c'est une pièce en plus dans le puzzle, c'est pour ça que j'aime ce taf aussi. T'as l'impact du gluten qui maintenant rentre en jeu. C'est-à-dire que voilà, on va prendre très simple. Le gluten, quand même, c'est une pathologie qui est propre au XXe siècle. Okay. C'est-à-dire que bon, même si on n'a pas de données forcément de recherche que ça n'existait pas avant, j'ai jamais de ma vie entendu mes grands-parents ou mes arrière-grands-parents ou même les personnes les plus un peu âgées de ma famille dire que j'avais mal au ventre quand je mangeais du pain quand j'étais petit. Jamais. En fait, aujourd'hui, il y a une telle dérégulation un peu de la qualité de notre alimentation et surtout des sources un peu de création, que ce soit de la farine, que ce soit des différentes sources de glucides ou quoi, qu'on a tous plus ou moins une sensibilité maintenant aux différentes sources de glucides. Donc quand tu me dis qu'une femme aujourd'hui, si me dit ouais je mange du pain, j'ai des fibres et tout, ouais mais en fait peut-être que du coup toi tu as une sensibilité de ton estomac qui fait que tu es plus à même de ne pas digérer ce type de gluten. Donc ça, c'est une autre pièce à prendre en compte dans le puzzle. Okay. Et ensuite, je te dirais de base, c'est ton pain, il remplacera jamais tes fruits. Jamais. Voilà. Ça m'étonne pas comme réponse. Mais je trouvais ça intéressant d'en parler parce que tu vois, il y a des personnes qui peuvent quand même se dire ça en mode je mange des fibres avec les aliments complets. Surtout qu'on a parlé, tu vois, des aliments raffinés, donc ça peut aussi venir en lien avec ça. Et du coup, si imaginons une personne adore le pain, est-ce que, parce que là je pense à ça, du coup je te pose la question, est-ce que par exemple le pain en levain, t'en penses quoi dans cette situation? Ou alors les pains sans gluten? Alors est-ce que ta question ça tourne autour de qu'est-ce que moi j'en pense, ou ta question c'est est-ce que si cette personne aime le pain sans gluten par exemple, est-ce que je le garderai dans sa diète? C'est ça la question. Bah c'est plutôt en mode imaginons elle mange du pain que ce soit complet ou pas complet, tu vois. Et tu viens de lui expliquer, bah il faut que tu manges aussi des fruits et légumes parce que ça remplace pas. Et est-ce que tu penses que ça peut ajouter un petit plus de passer du pain complet au pain en levain vis-à-vis du gluten, ou alors même du pain complet au pain sans gluten parce que justement il y a plus de gluten? Est-ce que ça ajoute une petite pierre à l'édifice ou pas selon toi? Alors maintenant, il faut rentrer dans un truc un peu plus compliqué. Il y a plusieurs types d'intolérance au gluten en fonction de ton gluten. Donc déjà, c'est un peu compliqué. Mais si on répond de façon un peu succincte, moi je garderais quand même l'aspect pain en tant que visuel, tu vois, que ce soit si la femme vraiment, alors, moi c'est ma façon de procéder à moi, tu vois, mais on va dire demain t'as cette femme qui vient me voir en disant écoute voilà j'ai de l'endométriose, je souhaite quand même garder mon pain au levain, mon pain au gluten, mon pain full gluten, ma petite tradition, tu vois, mais elle me dit qu'elle mange pas de fruits et légumes. Je lui dis écoute on fait un deal, ok, tu gardes ton pain, il y a aucun problème, ok, par contre on va en réduire un petit peu. Et cette réduction va être compensée par le fruit que tu aimes. Tu vois. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais jouer sur quelque chose de très inconscient. C'est que je vais jouer sur la mémoire de ton corps. Parce que ton corps, il est pas con. C'est entre ce que toi t'aimes, parce qu'il va te rassurer à l'instant présent entre ton conscient et ton inconscient, parce que le côté un peu doudou ou quoi, parce que la petite baguette toute chaude qui sort de la boulangerie, quand on la fracasse, on sait bien que notre corps n'en a pas besoin, c'est parce que ça fait plaisir et ça lui fait du bien à cette personne. Ouais. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que cette personne, moi, je vais chercher son corps à avoir une réponse favorable aux fruits plutôt qu'au pain. Donc c'est quelque chose qui va peut-être prendre 3-6 semaines, mais je sais qu'au bout des 6 semaines, en fait, son pain, naturellement, elle va commencer à l'écarter doucement et elle va préférer le fruit parce que son corps va préférer le fruit. Et que même dans l'hypothèse où il y a un jour ça va pas, elle retombe dans le pain, je sais qu'il y aura toujours les fruits derrière. Et que petit à petit, ce déséquilibre qu'on avait par rapport à son intolérance, il va commencer à se combler. Ouais. Tu vois. Ok. De le départ, je lui dirais garde, il n'y a pas de problème, garde-le, juste on va réduire un petit peu. Et après, par contre, si je vois vraiment qu'il y a une grosse intolérance, je lui expliquerai doucement que son pain, il est très bon, mais par contre, il te fait vraiment du mal au bide. Donc, concrètement, on va juste changer la source et tu vas essayer plusieurs types de pain. Plusieurs types de pain, ça peut être du pain avec de la farine d'épaule, de la farine de châtaigne, peu importe. Tant que ça te fait kiffer, t'essayes, on voit la réponse que ça te donne, et puis derrière, on le garde. Ouais, ok.
C'est intéressant. Et il y a un autre... Après, je vais te poser une autre question aussi, je pense, qui va te faire sourire. Mais la dernière chose auquel je pensais là, par rapport à ce qu'on dit, c'est, tu vois, moi j'ai déjà eu le cas en suivi, etc. Ce sont des personnes, quand je leur dis oui, augmentez votre par rapport aux fibres, tu vois, je leur explique même les fibres, fruits et légumes, etc. Il y en a qui me disent, mais est-ce que je peux manger que des fruits parce que j'aime pas les légumes? Je sais pas si t'as déjà eu cette situation, mais en tout cas moi j'ai déjà eu. Et du coup tu leur dis quoi? Est-ce que tu leur dis, bah déjà en mode des fruits? J'ai une petite idée de ce que tu vas répondre, mais je te la pose quand même. Est-ce que tu leur dis, bah, rester sur les fruits, c'est pas mal et on va petit à petit mettre les légumes, ou tu leur fais bien comprendre que les légumes, je sais pas, c'est peut-être encore mieux dans cette situation, ou... Alors j'ai une réponse, je pense que tu vas la kiffer. En général, ces gens-là qui te posent la question, à savoir, ce sont des gens qui ne sont pas sportifs. Ok. Parce que n'importe quelle personne qui a un minimum sportif, il comprend l'impact et l'intérêt des fruits et légumes, et du coup, naturellement, il va en manger parce que même s'il n'aime pas, il sait que pour son corps, il en a besoin. Okay. Donc la question que tu me poses, elle est valable que pour quelqu'un qui n'est pas sportif. Maintenant, cette personne qui n'est pas sportive, moi je lui demande pourquoi est-ce que tu n'es pas sportif? Est-ce que tu n'es pas sportif parce que vraiment tu es allergique au sport avec ordonnance médicale, etc. Ce qui à ce jour n'est jamais arrivé. Ou alors tu es allergique au sport parce que personne n'a pris le temps de t'expliquer quel sport tu pourrais aimer. Je vais faire le parallèle avec les légumes après. Okay. Et en général, les gens ils vont me dire la deuxième réponse. Et en fait, exemple qui est très vrai, pourquoi les gens détestent le sport quand ils sont petits? Depuis qu'ils sont petits, surtout c'est très valable en France, parce qu'ils associent toujours le sport à ces fameux tours de terrain que tu faisais au collège ou au lycée. Ouais. Ok. Maintenant, je vais plus loin dans la pensée. Les gens détestent ça, pourquoi? Parce qu'au bout d'un tour ou deux tours, ils sont complètement essoufflés, en train de crever, parce qu'ils sont partis trop vite, trop lentement, ils n'arrivent pas à y parler, etc. Et question qui est très vraie, et je l'ouvre à tous les profs de PS qui existent, et répondez-moi honnêtement, est-ce qu'un seul prof de PS sur cette planète, du moins sur la planète France, a pris le temps, ne serait-ce que 5 minutes, d'expliquer comment placer sa respiration sur sa foulée avant d'entamer les tours de terrain? Aucun. Il n'y en a aucun. Du coup, c'est-à-dire que sur des élèves qui, entre 13 et 16 ans, sont en pleine construction d'eux-mêmes, n'ont aucune confiance en eux et n'ont aucun rapport très sain avec leur corps, avec la société ou avec les autres, ils vont assimiler ces tours de sport à réduire qui vont faire en échec, parce que courir, quand tu sais pas courir, c'est super dur. C'est comme si demain on me demande, Lucas va faire un salto à partir d'un trampoline de 4 mètres de haut. J'écoute, frérot, je veux bien, mais d'abord tu vas me donner les bases, tu vois. Tu vas m'expliquer, on va commencer par 1 mètre, etc. C'est pareil, si le prof de PS il avait juste pris le temps d'expliquer à tout le monde, c'est-à-dire que les élèves les plus en galère, ils auraient fini le tour. Et du coup, c'est en fait le sport, c'est pas si terrible que ça si on m'explique le bon fonctionnement. Ok. Et c'est là on arrive au parallèle, c'est-à-dire que les gens on en revient aux légumes, ils aiment pas les légumes, c'est parce que depuis qu'ils sont petits, on les a toujours diabolisés sur les légumes. Ok. Exemple tout bête. Je te mets des pâtes de courgettes avec plus de comté que de pâtes. Tu vas les fracasser, les pâtes. N'importe qui va les fracasser. Ok. Et là, je te parle pas de fibres, je te parle juste de goût. Ok. Maintenant, je te mets le goût du ketchup dans une vieille aubergine éclatée, morte. L'aubergine, tu vas la fracasser. Donc en fait, les gens, je leur réponds comme ça, c'est que parce que personne n'a pris le temps de vous expliquer comment faire. On vous lâche dans la nature sans information, on vous dit démerdez-vous, vous prenez un mur, ça vous fait tellement mal que vous préférez vous bloquer par rapport à cet effort-là. C'est tout. Voilà. T'es le casseur de vérité en fait. T'es le casseur, pas de vérité justement, mais t'es le casseur de mythe en fait. Ah ben, non mais ce truc-là, en fait, le truc du tour de sport, j'ai eu un déclic il y a 5 ans de ça, parce que quand j'ai coaché une jeune qui avait 18 ans, et elle m'expliquait vraiment qu'elle était vraiment traumatisée par le sport depuis qu'elle était petite et tout, et elle me dit, mais je lui dis, mais pourquoi? Elle me dit, parce qu'on devait faire des cours de terrain. Et là, dans ma tête, j'ai eu le truc qui a fait comme ça. J'ai compris en fait. J'ai compris pourquoi les gens n'aiment pas. Parce que aucun prof, quand tu es au collège, ne prend le temps de t'expliquer comment faire du sport. Mais tu sais que... Ça paraît tellement con dit comme ça, mais vraiment, alors qu'en fait, c'est fondamental, tu vois. Ah, mais tu sais que j'en ai parlé il y a 2 semaines en podcast avec un docteur justement qui a fait sa thèse sur l'adhésion à l'activité physique et au sport. Et on a parlé au moins 10-15 minutes et il m'a expliqué que vraiment c'était beaucoup lié aussi avec l'éducation passée par rapport à l'EPS, tu vois. Genre souvent les gens qui font pas de sport, c'est ceux qui aimaient pas l'EPS généralement. Ouais, parce que tu as cette vision hyper nocive. Déjà, au-delà des activités d'EPS qui sont proposées, qui sont complètement nulles à chier, franchement, je vais être franc, quand tu fais du ping-pong à 16 ans, ça fait pitié, les gars, franchement, on va arrêter, quoi. Quand tu tapes ping-pong, acrosport et 3x500 au bac, t'as envie de mourir. Les mecs, mettez-moi des vrais sports,
avec tout le respect que j'ai pour les pongistes et ceux qui font de l'athlé et des sports de bisounours comme ça, mais je sais pas, mettez-moi de la muscu, mettez-moi du basket, mettez-moi un truc. T'as 16 ans, t'es dans un cadre où hormonalement t'es en pleine ébullition, t'as besoin de confrontation, t'as besoin de créer ton identité, va mettre des sports un peu qui te challenge, tu vois. Et ça me fait réagir ce truc parce que ça fait réagir à un post de Maxime Olnet, c'est un pompier professionnel qui a pété un câble il y a 3 jours sur les réseaux, parce que l'évaluation de son fils sportive, il est en CE2 le gosse. L'évaluation, c'est il devait marcher pendant 8 minutes avec interdiction de courir, et après il devait reproduire 10 mouvements type lever le bras, lever la jambe sur un pied, c'est tout. Ah ouais. Tu te rends compte à quel point on est tombé, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et après, du coup, les gens, ils vont assimiler ça dans l'inverse. Là où, moi, à mon époque, où le sport, l'échauffement, c'était un truc de barbare où tu étais en train de crever. Aujourd'hui, le sport, c'est une activité un peu, c'est de la détente dans le canapé. On est trop dans les extrêmes, en fait. Il faudrait un juste milieu qui permette d'éduquer aux gens, leur mettre un pied dedans, comprendre ce que c'est que l'intensité, comprendre ce que c'est que, et prendre le temps de choisir ce que c'est que ton sport, en fonction de ton caractère, etc. Et qu'il n'y a pas de galère. Si ton délire, c'est taper dans une balle, vas-y. Si ton délire, c'est faire de la cross-sport, vas-y. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais par contre, encore une fois, c'est juste prendre le temps d'expliquer aux gens. Et juste le fait de mettre un cadre, que ce soit verbal, physique ou quoi, les gens, tu les drives. Et en fait, les gens dans le coaching, ils viennent surtout chercher ce cadre pour être drivés. Et une fois que tu as compris ça, tu les emmènes où tu veux. Ouais. Ok. Donc... Il y a même des gens qui sont pas du tout sportifs. Exemple, après on continue, mais il y a une famille vraiment pas sportive, vraiment un peu le cliché de la famille américaine, tous en surpoids, pas bien et tout. Le père qui a 72 ans, tous les matins, il se fait 15 minutes de marche inclinée. T'imagines le changement que j'ai. Ça, c'était ma plus belle victoire, tu vois, dans cette famille-là. Quand ils m'ont dit, on commence à aimer le sport grâce à toi, vas-y. Les gars, c'est bon, j'ai gagné. Mais c'est incroyable. C'est incroyable quand t'es coach, tu vis presque pour ça. C'est pour ce genre de truc. Ouais. C'est ouf. Hein. Quand tu vis pour la flamme, dans le truc, quand ils ont compris dans l'œil, le truc de ok, c'est bon, ça, c'est fou. C'est complètement fou, ça. Non, mais c'est. Enfin, moi, ça me fait penser à des trucs, même, on en parlait un peu en off, mais tu vois, les boxeurs et tout que je suis. Et là, il y en a un, il y a pas longtemps, il a pas dit forcément une phrase, mais en gros, on a eu une discussion, etc. Et il a fait, mais en fait, je viens de comprendre que j'avais pas besoin de m'affamer pour faire ma pesée. Ouais. Alors que ça faisait des années qu'il tous les mois il faisait des yo-yo, tu vois, et il se mettait la dalle et tout. Enfin, je me suis dit mais waouh, genre la vie qu'il devait vivre quoi. Ouais. Et toi c'est fierté parce que du coup c'est archi gratifiant pour toi. Parce que du coup c'est même pas tant le geste qui prouve, mais c'est le fait qu'il ait la réflexion, que derrière il y a eu la remise en question du ok, je vais l'écouter, peut-être qu'il a raison, et le fait qu'il comprenne en soulevant peut-être le truc du j'ai pas besoin de m'affamer. Ouais. Tu sais qu'il a mis un pied sur le bon chemin déjà. Donc déjà ton taf il est fait. T'as plus qu'à le pousser gentiment avec les bons compléments et la bonne diète et puis c'est fini. Bah ouais, c'est mais ça. Mais derrière le mec, et encore une fois, tu vois, ce mec-là, dans ton cas, il va reproduire par l'éducation. Ouais. Et en fait, c'est le meilleur témoignage qui existe. C'est les gens, ils vont suivre une reproduction. Ouais. Donc si le mec il bouffe avant ses combats, ils vont se rendre compte que manger une pomme 48 heures avant, ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Non, mais je trouve ça. Là, c'était la petite partie coaching, mais on se comprend. Et justement, là, la question que je voulais te poser, parce que c'est cette question, alors, t'en as... Non, en vrai, t'en as pas forcément parlé, enfin, du moins, t'as pas eu encore l'avis tranché. C'était, est-ce que pour l'endométriose, il existe, qu'on pourrait dire, des régimes adaptés pour ce genre de situation, ou pas? Ou alors, il y a des possibilités? Alors j'ai envie de te dire oui, il y aura un régime de base qui est assez similaire à tout le monde. C'est un régime qui va être riche en fibres et en protéines. Ça va être le régime de base. Riche en fibres parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure pour vraiment tout ce qui va être calmer tout ce qui est inflammation de ton estomac. Après, riche en protéines parce que forcément quand tu as des lésions, du coup il faut quand même réparer les tissus de base. Je parle même pas de sport, je parle juste de santé. D'avoir un spectre d'acides aminés qui permet quand même de faire un peu toutes les connexions et tous les transports un peu qu'il faut au sein de ton organisme, c'est super important. Et après ça reste mon point de vue, c'est comme ça que je procède dans le coaching, mais envoyer de la cale. Envoyer de la calorie vraiment parce que l'endométriose ça reste comme une pathologie qui reste très demandante, c'est-à-dire que ton corps qui est hyper inflammé, c'est un corps qui puise dans ses réserves pour tourner, il tourne et les femmes que j'accompagne dedans, au début elles ont peur, tu vois, quand je leur dis en fait les gars on va pas tarder à passer à 300-400 grammes de féculents par repas parce que là ça va pas quoi. Elles me regardent comme ça, elles me font mais c'était fou, on va prendre du poids et tout, c'est pas possible, tu t'as pété un câble Lucas. Non. Et en fait, ce que je disais tout à l'heure, que je travaille un peu en sous-marin, en forçant leur corps à changer, en venant de lui-même,
au début, c'est compliqué, et puis petit à petit, elle se rend compte qu'elles ont faim, et puis elle se rend compte parce qu'elles mangent mieux, du coup, elles dorment mieux. Comme elles dorment mieux, leur corps, il est moins stressé, moins de cortisol. Puis naturellement, la sphère, elle se met dans l'autre sens, tu vois, et c'est quelque chose de positif. Et ça, malheureusement, et ça, c'est quelque chose, j'ai envie de pas me bagarrer là-dessus, mais de le faire comprendre au monde, c'est que un homme et une femme, il y a strictement rien du tout qui diffère niveau calories. C'est-à-dire que il y a rien qui est légitimé qu'un homme doit manger plus qu'une femme. Rien du tout. Ça, c'est juste un vieux mythe qui a la dent dure aussi, ou comme quoi un homme a besoin de bouffer 2200 calories et une femme uniquement 1700. Pourquoi? Moi, je dirais même c'est plutôt l'inverse, tu vois. Un mec, il a besoin que de 1007 et une femme de 1002. Répartis différemment, tu vois. Mais si on prend la balance calorique totale, une femme a besoin plus de calories qu'un homme pour tourner. Parce que déjà, tu as 2 semaines par mois où elle est out. Donc, out, plus de calories pour faire tourner. Donc, déjà, ça remonte la balance. Ouais, clairement. Non, mais de toute façon... Donc, déjà, ouais, vas-y. Je veux dire, pour répondre à ta question, je dirais juste du coup de favoriser un régime. J'aime pas ce terme. Favoriser une diète, une alimentation. C'est pour ça que j'ai dit régime. Favoriser une alimentation riche en fibres, quelle qu'elle soit, des fibres que vous kiffez, quelle qu'elle soit. Riche en protéines, de bonne qualité et variées. Poisson, viande rouge, peu importe. Et putain, j'en parler. Et monter de la cale, envoyer de la cale, mesdames. Envoyer de la calorie, vraiment. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah si, j'étais en train de penser quand tu... Déjà, ça me faisait sourire quand tu disais les calories par rapport aux hommes et aux femmes, ça me faisait penser au bachelor de diète quand il répétait les valeurs et tout, non. Et puis, je sais plus, je voulais dire autre chose, mais ça me vient plus en tête là. C'est pas grave, ça va peut-être me revenir après. Mais en tout cas, écoute, t'as répondu à la question. Et si j'en ai fait exprès de dire régime parce que tu connais bien, hein, tout le monde dit régime maintenant, même si le terme est pas forcément très adapté, je trouve, mais ouais. Pour moi, c'est un terme qui commence un peu à partir, même s'il a la dent dure, il commence un peu à partir à la génération Duncan et compagnie, donc c'est une génération qui commence enfin à s'essouffler. Tu vois. Ouais, enfin. C'est vrai, et donc, les gens, ils appellent plus forcément ça des régimes, ils vont plutôt utiliser tout un tas de termes un peu plus commerciaux, marketing, par exemple. Ils vont utiliser je sais pas comment ça s'appelle, de la biodiète. Je crois, par exemple, en gros, c'est une diète où en gros, tu fais des analyses sanguines, ils regardent si t'es plus glucides ou lipides, et à partir de là, ils décident de t'orienter sur cette diète-là. Après, t'as tout ce qui va être le carb cycling, les gens, ils vont plutôt employer ces termes-là que vraiment régime. Ouais. Même si dans le fond, c'est exactement pareil. Parce que le terme régime, dans la sphère commune, c'est la mise en place d'une restriction alimentaire pour arriver à un résultat. Et cette restriction, elle passe par toutes les formes. Ouais. Et ici, je viens de retrouver ce que je voulais dire aussi tout à l'heure. C'était parce que tu vois, du coup, je suis à côté, là, je fais un master de recherche. Et en fait, on a souvent la problématique, et dans la recherche, enfin, de toute façon, tu le sais très bien, c'est sûr, mais il y a toujours les problématiques. Déjà, pourquoi est-ce qu'il y a aussi très peu d'études sur les femmes? C'est toujours une question de coût par rapport aux hormones. Oui, mais il y a trop il y a les trucs hormonaux à faire, non, ça demande du coût, non. Et tu vois, en fait, genre même dans la nutrition, cet aspect hormonal, je suis sûr, j'ai pas fait les recherches précisément, mais je suis sûr qu'il y a quasiment rien de disponible, genre, sur les trucs énergétiques par rapport aux hormones. T'en veux une de folle comme ça d'études? Vas-y, dis-moi. En gros, l'an dernier, quand j'ai créé mon séminaire sur les femmes et les performances sportives, je me suis vraiment buté en termes de recherche et tout. Ouais. Et du coup, je cherchais des études ultra spécialisées dans l'impact des pilules féminines dans le sport à haut niveau. Ok. La seule étude que j'ai trouvée, c'est une étude qui explique qu'il n'y a pas de résultat parce qu'il n'y a pas d'étude. Elle est géniale. Cette étude, elle est pépite. C'est sur des marathoniennes comme ça, mais c'est extraordinaire. Et en fait, il y a un tabou médical là-dessus de fou. Aujourd'hui, il n'y a rien du tout par rapport aux femmes. Sur les divers sujets, que ce soit en alimentation, que ce soit en hormones, il y a beaucoup de choses dans le domaine médical ultra précises, mais dans la santé, on va dire dans le bien-être de la population globale, il n'y a rien. Il n'y a rien qui va.
on va justifier par 300 000 études que, par exemple, prendre cette pilule normodosée, je sais pas, aura un énorme impact en supprimant tes cycles, par exemple. Bah derrière, il y a personne qui a t'expliqué qu'en fait, juste ça se trouve, si tu mets juste un peu de cannelle tous les jours dans ton alimentation avec tes pommes, bah ça se trouve, tu vas juste calmer ton inflammation. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, mais. Donc pour moi, il faut vraiment faire un. Après, les labos, ils pourraient pas parce qu'ils auraient trop à perdre, à mon sens, mais il faudrait faire un retour un petit peu sur ce qui est vraiment concret sur le terrain. Tu vois, des trucs. On parle pas théorie là, on parle terrain, on parle années d'expérience, on parle champ de bataille, on parle pas laboratoire. Ouais, clairement. Et justement, par rapport à cet aspect-là, j'avais une question aussi à te poser. C'était là, on a parlé beaucoup de la diète, etc. Et au niveau de l'endométriose, est-ce que toi, tu penses que l'alimentation et les changements déjà que tu as évoqués, un peu les étapes pratiques à mettre en place, etc. Est-ce que tu penses que pour une grande majorité des cas, ça suffit à faire notamment disparaître les symptômes et à aider les femmes à, entre gros guillemets, mieux vivre avec ça? Ouais. Ou alors est-ce qu'il y a toujours des approches médicales qu'il faut mettre en place à côté? C'est quoi ton avis là-dessus? Déjà, c'est très intéressant comme question, mais c'est très individualiste comme question. Ouais. C'est-à-dire que déjà, il faut savoir ce que la femme veut. Ça, c'est la première chose, c'est le respect de ce qu'elle veut. Parce que ça, une femme, elle dira juste j'ai envie de prendre cette pilule-là, et puis cette pilule-là, elle fait disparaître tous les effets, et puis c'est terminé. Après, quels sont les effets de la pilule? Plus 20 kilos, problème thyroïdien, on ne s'en sait pas. Mais globalement, si on devait répondre, oui, clairement, l'alimentation, ça représente quand même 100% de ce qu'il faut mettre en place. Là, je te parle vraiment de pur et dur, c'est qu'on peut avoir sur les problèmes de dérèglement thyroïdien qui vont en résulter, hyper-hypo, le fait d'avoir trop d'oestrogène dans le sang et tout, par rapport à cette dérégulation liée à l'endométriose, on peut nous avoir un impact via l'alimentation. Donc effectivement, si tu consacres 100% de ton alimentation à être mieux, tu auras 100% de résultats derrière. Je dis pas que ça va faire disparaître cette maladie. Okay, tu faudras apprendre à vivre avec, mais différemment. Ouais. Okay. Donc, quoi qu'il se passe, avec ton alimentation, tu peux avoir un énorme impact sur ta patho. Après, à prendre en compte que ça dépend de ton grade. Okay, parce que c'est vraiment, même si on va dire que tu fais hyper attention, t'es archi diète et tout, mais t'as un grade 3, où du coup là t'es obligé de passer sur le bistouri pour retirer toutes tes cellules qui sont en trop, et que tu devras apprendre à vivre comme ça pour l'instant, parce que tout n'est pas figé, tout évolue très vite, mais à l'instant T où je parle, faudra apprendre à vivre comme ça. Mais par contre, dans l'autre sens, ce serait intéressant de se poser la question de qu'est-ce qui se passerait si tu décides de relâcher complètement la diète. Ouais. Et là, ce serait catastrophique. Là, ce serait catastrophique, parce que ton corps, ça partirait en couille complètement. Pardonnez le terme, mais le fait, le peu de contrôle que tu peux avoir, tu peux l'avoir par l'alimentation, le sommeil et ce que tu vas lui envoyer. Donc autant en profiter et jouer sur ces leviers directs. Ouais, clairement. Ouais, du coup, tu veux dire l'aspect un peu rechute, tu vois. Genre en mode... notamment en vacances, tu vois. Ça, c'est t'as peut-être déjà confronté, ou je sais pas, les personnes que tu suis, elles te disent je vais en vacances d'un an, et peut-être, je sais pas, au début je sais pas, enfin après, je me doute, tu les as déjà sensibilisés, mais ce que je veux dire, c'est peut-être des fois, il y a des personnes qui, entre guillemets, aimeraient bien se dire, je gère un peu moins pendant, j'en sais rien, 1 ou 2 semaines, etc. Et ça peut peut-être amener de gros changements, je sais pas trop. C'est plutôt une question. Non, parce que en fait, le cadre que je vais mettre aux personnes en vacances, ça va vraiment dépendre de leur dossier de départ. C'est-à-dire que, en fait, dans le dossier que je leur demande, il y a une petite partie un peu psychologique où je vois un petit peu comment la personne se comporte par rapport à l'alimentation, par rapport à elle-même, est-ce qu'elle est sérieuse, pas sérieuse ou pas. Et on va dire une femme qui, du coup, Lucas, je pars en 2 semaines en vacances avec mon mari, elle dit je vais faire un plaisir, mais je vais pas abuser. En fonction du dossier, je sais si c'est vrai ou pas. Ouais. Et donc, du coup, si elle part en vacances, soit je lui mets un cadre direct, je dis écoute, les règles du jeu, tu les connais, elles sont très simples, tu peux te faire plaisir, par contre, tu déconnes pas, quoi. Parce que sinon, je vais pas du tout avoir le même délire, on va pas du tout avoir le même discours quand tu vas revenir. On reste pro, on reste carré, t'es là pour kiffer, c'est tes vacances, par contre, pas d'abus. Et le fait que tu mettes un cadre direct, les gens, déjà, ça les rassure aussi. Du coup, ils font vachement plus attention. Moi, j'ai jamais eu de cas où, pendant les vacances, c'est parti en live total. Parce que aussi, même chose, une fois, quand un truc qu'on oublie, c'est qu'une fois que les gens goûtent au bien-être, tu sais, c'est con, mais te réveiller le matin sans avoir mal au ventre, le fait que t'aies bien dormi, c'est un prix mental, on va dire, ça fait 2 ans, 3 ans, t'as mal au ventre tous les matins, t'as fait 2 mois de coaching, tu travailles, t'as plus mal. Est-ce que t'as vraiment envie en vacances d'aller te mettre une caisse pour le lendemain matin avoir mal au ventre? Le corps, il sait, hein, le corps, il voudra pas. Et si t'as mal au ventre une fois, tu peux être sûr que 2-3 minutes après, il va tout faire pour être bien ton ventre. Donc non,
En fait, t'as des gens aussi, la plupart des gens que j'accompagne, heureusement, ils ont cette maturité de te dire c'est pas parce que c'est vacances que c'est orgie non plus. En fait, moi, j'essaie vraiment d'inculquer cette notion d'équilibre. C'est un équilibre entre ton état de départ, ce que tu veux comme objectif, et les moyens que tu mets dedans. Une fois qu'on met tous les éléments dans la balance et qu'on est raccord dessus, il n'y a plus qu'à dérouler le plan. Par contre, tu peux pas me dire que tu prétends vouloir faire les championnats de France de jiu-jitsu si derrière tous les week-ends t'es en boîte, quoi. Là, on va pas être copains. On va pas être copains du tout. Clairement. À l'inverse, tu vois, dans l'autre sens, t'es madame tout le monde, t'as un peu d'endométriose, tu veux juste te faire kiffer, tu veux sortir de temps en temps le week-end. Franchement, vas-y, fonce. Tu vois, c'est pas la bière ou ton petit cocktail que tu vas boire une fois par semaine qui va changer quoi que ce soit à ta life. Au contraire, ça va te recharger socialement. Donc c'est mieux encore. Vas-y, y a pas de problème. C'est du contexte et de l'individualité. C'est tout. Ça, c'est une bonne réponse de coach. Ça, je connais ça. Non, mais je vois totalement ce que je veux dire, mais c'est intéressant, justement, En fait, il faut toujours insister sur ce qu'on a d'individualisation, parce que j'ai l'impression que je le pose à chaque podcast quand je fais un sujet en mode oui, est-ce qu'il faut faire comme ça pour tout le monde et tout, mais enfin, c'est important aussi de rappeler que c'est toujours du cas par cas et justement, ce que je voulais aussi te poser, parce que ça, en final, on n'en a pas forcément parlé, et peut-être que tu as des idées qui te viennent en tête, ou peut-être même des choses à rappeler qu'on a déjà discuté, mais est-ce que il y a, notamment dans tes suivis, surtout au début, je pense qu'il se passe, parce que je me doute que vu, en tout cas, comment t'expliques, comment tu fonctionnes, t'es beaucoup par aussi l'explication et rendre la personne autonome, mais est-ce qu'il y aurait des erreurs ou même des pièges en lien avec l'alimentation que les personnes font en cas d'endométriose, tu sais, un petit peu des choses qui paraissent bien ou bénéfiques, mais au final, c'est un peu le cas inverse, tu vois. Le tout ou rien. Ça me rend dingo. En gros, exemple, alors, je vais te répondre un peu général, puis après, comme je disais tout à l'heure, on va faire un entonnoir. Ouais. Les gens, dans le cadre du coaching, en général, ils vont toujours attendre une date, un moment, d'avoir tous les compléments pour pouvoir commencer. Ils veulent se mettre dans un cadre qui est hyper opportun pour se lancer, c'est-à-dire que le nombre de fois où j'ai entendu « ouais, je commencerai ma diète lundi prochain », bah non, mais commence ça maintenant. Perds pas de temps, en fait. Tu vois, genre, pourquoi lundi? En fait, ma question que j'ai envie de poser au monde entier, c'est qu'est-ce qui se passe le lundi, tu vois, genre, est-ce que le soleil tourne différemment? Je sais pas, qu'est-ce qui se passe le lundi, en fait? Expliquez-moi pourquoi. Sachant qu'en plus, théoriquement, tu reçois ta diète le jeudi, vendredi, tu fais une dernière soirée, tu te mets en place le samedi et tout roule tranquillement. Au contraire, tu peux commencer le week-end et t'es bien. Pourquoi le lundi? Donc déjà, le premier piège que les gens font, c'est qu'ils sont trop extrêmes dans leur façon de penser. Donc déjà, mettre de la souplesse, c'est-à-dire qu'ils attendent trop d'avoir tous les éléments pour pouvoir tout faire. Non, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ta vie, c'est pas blanc ou noir. La vie, c'est que des nuances de gris entre les deux. Foncé, sombre, clair, peu importe, mais ce sont que des nuances. Et tu seras jamais à 100%. Jamais. Tu vas être à 100% 3-4 fois par an, à tout péter. Et ça va durer 4-5 jours. Donc ça fait peut-être 20 jours par an où tu es vraiment à 100%. Ouais. Donc 20 sur 365. Je suis éclaté en maths, mais ça va faire 0,008%, un truc comme ça. C'est que dalle. C'est peanut. C'est-à-dire que les 99 autres %, t'es pas à 100%. Donc déjà, prends l'habitude de dire que je commence maintenant en régulant avec ce que je peux. Donc ça, c'est la première chose. Après, ouais, je pensais surtout au niveau alimentaire. Genre, ça paraît très bon ce que je veux dire, mais ne pas avoir peur. Dans le sens où les gens, en fait, quand tu vas changer leurs habitudes alimentaires, soit ils vont se braquer complètement, ils vont se dire ouais, t'abuses, soit ils vont se dire ok, j'y vais, je te fais confiance. Mais dans le cadre, et ça, c'est la grande majorité des gens qui ont peur, en fait, déjà, ils ont peur de manger du volume. Ils ont peur de manger du volume. S'envoyer 9 Kit Kat à la pause, il n'y a aucun problème parce qu'ils associent la taille, ça c'est encore variable, mais ils associent la taille de ce que tu manges au volume de calories que ça va rapporter. Ouais. Alors, encore une fois, genre 2 Kinder Bueno, t'as plus de calories dans 2 Kinder Bueno que dans 200 grammes de riz. Pourtant, 200 grammes de riz, c'est plus consistant. Tu vois. Donc là, je leur dirais déjà, n'ayez pas peur du volume alimentaire que vous allez envoyer, parce qu'au contraire, plus vous allez envoyer de la bonne cale à votre corps, plus votre corps, lui, va mieux réagir. Parce que même chose, 200 cales de Kinder Bueno sera jamais 200 cales de riz, tu vois. Ton corps, il va pas du tout assimiler ça pareil. Et ouais, arrêtez d'être extrême, en fait. Commencez petit à petit, progressivement. Et quand on part pour changer son corps dans le sens où je me reprends en main, c'est quelque chose qu'on décide pour du long terme. Personne ne se dit, je vais changer mon corps pour un mois. Alors c'est tous les kékés muscles qui veulent juste prier pour la plage et c'est tout. Et encore, même eux, ils sont un minimum sérieux. Mais quand tu pars on va dire en croisade contre toi-même, tu sais que ça va prendre du temps, ça va prendre des mois, des années peut-être. Donc commence maintenant, doucement, petit à petit. Et c'est parce que tu vas commencer doucement que tu vas tenir vachement plus longtemps.
Ok, et peut-être même que tu vas tenir à vie comme ça. Parce que si tu commences d'un coup en ayant un changement beaucoup trop radical par rapport à ton ancien mode de vie, tu vas exploser parce que ton corps, il aime pas le changement comme ça. Le cerveau, il aime pas ça. Il est allergique au changement brutal. Il aime bien les choses en douceur. Amène-lui en douceur. Si tu reçois que 2 compléments sur 5 la première semaine, bah c'est pas grave. Tu tournes à 2 compléments sur 5. Ça vaut mieux que de tourner à 0 sur 5 la première semaine parce que tu as déjà perdu une semaine. Ouais. Juste de mettre en place ces choses. Après, je leur dirais niveau alimentation, prenez le temps de manger des choses qui vous plaisent, que ce soit en fruits et légumes. Prenez le temps de vous poser un moment, d'écrire un peu ce que vous kiffez. Prenez le temps de bien vous complémenter aujourd'hui. C'est super important de vraiment de se complémenter. Notre alimentation elle est trop riche en elle est trop pauvre en micronutriments, en minéraux et tout. Donc prenez le temps de vous complémenter, surtout pour les femmes, c'est super important. Donc voilà. Ok. Et je trouve ce qui est intéressant, moi ça m'a fait penser à ça, mais tu l'as au final un peu expliqué d'une autre manière, mais c'est peut-être aussi ne pas avoir peur d'une rechute entre gros guillemets, tu vois. Genre tu sais, où s'il y a une journée qui se passe mal, il y a des personnes qui pensent que, tu sais, c'est un peu la question de comment on appelle ça, tu sais, de chaîne en mode ouais, ça faisait 50 jours, c'était plutôt bien, je respectais les points, et là je me suis foiré, et du coup ils ont l'impression que t'annules tout en fait, tu vois. Ouais. Alors ça, j'adore cet exemple parce que les gens en fait ils sont encore trop rivés sur notre balance. Les gens maintenant, je les force à se peser pour le premier bilan. Ouais. Et après globalement j'arrête parce que même moi ça me stresse plus qu'autre chose. La balance c'est un poison. Que ce soit pour les femmes où 2 semaines par mois elles ont pas le même poids parce que forcément avec leur variation hormonale t'as plus de flotte, moins de flotte, c'est un enfer. Moi mon record perso, je sais pas pour toi, mais c'est plus 6 kilos en 48 heures. Moi je me pèse jamais. Hein. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. En fait, le seul marqueur qui est variable pour moi et que j'utilise en coaching, c'est les femmes, je leur dis vous toutes, vous attrapez une vieille tenue de sport, vous la mettez pour les photos, vous prenez cette tenue, vous la foutez au fond d'un placard, je veux plus la voir. Je ne veux plus du tout la voir. On la ressortira dans 3-4 mois. Ok ? Et c'est là où ça parle. Parce que là, tu vois, j'ai une nana, je l'avais balancé en story au début de semaine, Livia, là. Entre les deux photos, il y a 100 grammes de différence. Ah oui, je alors qu'elle a exactement, mais il y a 8 cm de tour de taille en moins, t'as un bloc de fat en moins monumental, et t'as 100 grammes de différence, tu vois. Ah, mais c'est ouf. Et cet exemple est extraordinaire parce que vraiment, ça va juste te montrer que ta balance, pour moi, la balance, je le classe comme l'IMC. Ça veut rien dire. Ouais. Rien du tout. Ni plus ni moins. C'est juste une donnée à l'instant T, et c'est tout. Faut la prendre en compte comme une autre. Et c'est le spectre de toutes tes données qui va te donner la composition de la personne. Mais c'est comme si tu disais, ouais, pour définir Raphaël, il a des lunettes. Il y en a beaucoup qui ont des lunettes dans ce monde quand même, tu vois. Genre, t'as pas un peu plus d'explication? Non, il a des lunettes, du coup, ça met dans cette catégorie-là. Ah ouais, d'accord. Donc parce qu'il y a des lunettes, il est blond. Tu vois? Bah, c'est pareil. La balance, c'est exactement la même logique. Ouais. Parce que t'as un chiffre pour savoir si c'est considéré comme lourd ou pas. Si on prend l'exemple de l'IMC, moi je suis obèse, mais fort. Oh là là! 96 kilos pour 1m89? Ah, je suis hors jeu. Moi, je suis en surpoids, je crois. Parce qu'on avait fait un TP en pratique en physio durant mon bachelor, et tu sais, on avait fait tous les machins pour calculer le métabolisme, etc. Et ça m'avait fait rire parce que, alors, ça c'est l'anecdote, j'adore la raconter parce que, en fait, la machine, elle a calculé, du coup, elle m'a dit que j'étais en surpoids, donc IMC surpoids, je crois que j'étais à 26, 27, un truc comme ça. En gros, je fais 1m72 et je fais environ 70 kilos, tu vois. Mais à ce moment-là, je faisais 74, 75. Et sauf que, en fait, la machine a dit que j'étais en surpoids et elle m'avait conseillé, parce que tu sais, il y avait le truc de graisse, etc. Elle m'avait conseillé, vous avez trop de muscles, vous devez perdre de la graisse. C'était hilarant comme message de la machine. Le problème des machines comme ça, c'est que, en fait, comme je te disais, c'est les gens, ils adorent, c'est très intéressant que tu en parles, c'est qu'ils adorent, on va dire, j'ai pas le terme exact, mais l'hyper spécialisation dans le sens où ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ils veulent la maladie, ils veulent comprendre pourquoi est-ce que leur physio tourne pas. Donc le nombre de femmes que j'ai entendu, ouais, j'ai un problème de thyroïde, je sais pas si tu as déjà vu ce réel sur Instagram où t'as 2 américaines qui sont obèses, les pauvres, mais comme pas possible, franchement, je crois qu'elles font 140, 150 kilos, et elles viennent voir une diététicienne américaine, elles s'assiedent sur la chaise, elles regardent, elles disent ouais, j'ai ma thyroïde qui déconne, c'est à cause de ça. Et la nana, elle lui demande ouais, mais du coup tu manges quoi par jour? Bah je bois 12 coca par jour. Mais c'est du coca diet, tu vois. Ok, bah en fait t'as pas dit problème de thyroïde, ma grande, t'as tout qui fonctionne très bien. T'as juste ton mode de vie qui est complètement pas sain, donc on va juste changer ça. Et du coup les gens en fait ils aiment trop avoir des données ultra scientifiques. Par exemple, ils aiment tous des balances hyper précises sur le taux de masse grasse. Ouais. Mais un dépense-métrie et tout. Ouais.
Et exactement, mais pourquoi? Ok, ça va sortir, t'as 34% de muscle. Ok, d'accord, super. Est-ce que tu vas mieux dormir ce soir? Je pense pas. Est-ce que ça va te servir? Je pense pas non plus. Est-ce que ça va te stresser? Oui. Et là, par contre, il y a un problème. Ouais. Donc, pour nous, j'aime pas ce mot-là, mais professionnels du milieu, c'est intéressant d'avoir ces marqueurs-là. Et pour monsieur et madame tout le monde, juste prenez vos vêtements, regardez-vous dans le miroir, est-ce que vous vous plaisez? Oui, non, ok, on fait quelque chose. Oui, bah on continue comme ça. Ouais, voilà, mais... affaire ici, suivant. On se prend pas la tête. Non, mais clairement. Je trouve bien ça vu, intéressant le sujet. Et puis, ça m'a fait rire l'exemple de la thyroïde, par contre, parce que... Enfin, les modes sur les réseaux... je sais pas si tu te rappelles de ces modes-là, mais je crois que c'était il y a 2-3 ans. J'ai l'impression que toute la France était en hypothyroïdie. Genre... Mais c'est un délire. En fait, à cause des problèmes d'internet, parce que c'est un vrai problème, les gens ils s'autodiagnostiquent tout seuls. Ouais. Pourquoi je suis gros? Bah juste, alors c'est à prendre avec des pincettes ce que je veux dire, et c'est péjoratif dans la façon dont je vais le dire. Mais pourquoi je suis gros? Parce que j'ai un problème de thyroïde. Non, mec, t'es gros parce que tu fais pas de sport, parce que t'es inactif, parce que t'es sur TikTok ou Insta toute la journée, que t'as un taf extrêmement sédentaire qui te fait chier, et t'es malheureux dans ta vie personnelle. Voilà pourquoi t'es gros. Et là, bon, tu peux pas dire ça en coaching. Faut amener des formes et tout, faut amener le truc. Ouais. Et le but, c'est que mener cette personne du point A à ce point-là. Faut comprendre qu'il n'y a pas que le marqueur activité qui va pas. D'accord? Donc, c'est pas ta thyroïde. Ta thyroïde, elle fonctionne très très bien. Parce que pour le coup, des personnes qui ont des vrais problèmes de thyroïde, tu fais 2 prises de sang, et là, tu sais tout de suite ce qui déconne. Ouais, clairement. Et ce qui est rigolo aussi, parfois, c'est en coaching. Bon, c'est rigolo, rire jaune. Mais des gens qui disent, ouais, j'ai un problème de thyroïde et tout, tu fais leur truc et 3 ans plus tard, ah, mais c'est mon problème de thyroïde, tu veux pas m'écouter et tout. Non, ok, vas-y, on va faire des tests. Alors, t'as ça comme test, ça va te coûter 200, puis ça, puis au passage, on va faire un petit test mou pour ton estomac, donc ça va te coûter toi. Donc là, t'es sur un budget de 800 balles. Ah, mais en fait, je crois que ma thyroïde, elle fonctionne très bien. Non, sans déconner. En fait, quand tu les mets devant le fait accompli, il n'y a plus personne. Ouais, personne. Ça m'étonne pas. Hein. Personne. Ça m'étonne pas. Et pour revenir au sujet, je voulais te poser... Alors, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais je sais pas si tu as d'autres choses à dire. Je voulais te demander s'il y a un peu des aspects... parce que là, on a parlé plutôt de... Alors, il y a quelques points où tu as dit qu'on n'était pas encore sûr, etc., parce que c'est un sujet qui est encore très peu étudié, l'endométriose, dans l'aspect alimentation. Mais est-ce que y a peut-être des points que tu n'as pas évoqués, notamment des facteurs promettants, tu vois, mais où on n'en est pas encore sûr, mais c'est plutôt encore de la suggestion, par rapport à des études qui ont potentiellement montré que telle chose avait des bénéfices, tel nutriment en complément avait des bénéfices. Est-ce que tu as peut-être des petites choses en plus à nous dire, ou tu penses à rien? En fait, il y a une réponse que j'ai apportée tout à l'heure rapidement, mais je vais la développer un peu plus ici. Par contre, on sait que les femmes, elles sont vachement plus répondantes aux bonnes sources de lipides. Ouais. Ok. Tout ce qui est acide gras, pour les femmes, c'est de l'or en poudre. Vraiment, c'est archi béni par rapport aux mecs où nous, on va plutôt être répondant sur un profil glucidique. Une femme, à savoir, si on la divise quand même, c'est plusieurs hormones. Progestérone, oestrogène. Etc. FSH, LH, etc. Nous, les mecs, grosso modo, c'est les mêmes hormones, mais on a juste énormément de testo et les autres hormones, elles sont comme ça. Là où les femmes, c'est comme ça en permanence. C'est-à-dire que déjà, d'un profil hormonal, les femmes, elles ont besoin de vachement plus de lipides pour pouvoir soutenir cette activité hormonale en permanence. Donc déjà, mesdames, moi, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est manger gras. Tu vois, encore une fois, on en revient toujours au même truc. Manger gras, manger des bonnes sources de graisse, manger des bonnes sources d'oléagineux, manger du poisson varié, manger. C'est vraiment, pour moi, l'aliment qui déjà, en plus, comme ton endométriose, tu vois, elle va vraiment provoquer des grosses variations au niveau de tes œstradioles, exactement. Un déficit ou un excès. L'idée, ça va être de vraiment venir complémenter par ton alimentation, de quoi réguler tout ça. Mais si tu es dans un régime qui est hypocalorique, hypocalorique, ouais. ou hypolipidique, comment veux-tu soutenir en fait ton activité de base? Tu as ta pyramide de Maslow fondamentale avec tes besoins nécessaires. Le but du jeu, c'est pas juste de faire tourner ton foie et ton cœur, c'est de faire tourner tout le système, parce que ton corps, lui, une fois que ton système organique va tourner, bah après il va se pencher sur tout le système hormonal, puis après le système hormonal, c'est la qualité de ta peau, puis la qualité de tes cheveux. Mais si de base t'as même pas de quoi nourrir ton profil cardiaque, cerveau, etc. Comment veux-tu qu'il y ait une bonne régulation hormonale? Donc pour les femmes qui, elles, sont atteintes d'endométriose, franchement, rajoutez de l'huile, rajoutez toutes ces sources d'acides gras, donc oméga 3, vous pouvez y aller. Tout ce qui va être... putain, j'ai plus le terme. Tu voulais du NAC.
Du NAC, en fait, c'est un précurseur qui est hyper intéressant pour venir calmer un peu ces messages en gros, ton corps il va envoyer un message de faut enflammer cette zone. Et en gros, le NAC, ça va grosso modo contribuer à réguler un peu cette activité. Ouais, je connais. N-acétyl quoi? Ouais, parce ça. Que j'ai fait des recherches dessus pour les traumatismes crâniens en boxe. Ça a du potentiel aussi de ouf. En fait, c'est un neurotransmetteur qui est hyper intéressant. Ouais, en fait, il vient juste derrière le glutathion, grosso modo. Et lui, il est vraiment bien. En fait, c'est vraiment, faut voir ça comme des pièces de puzzle qui s'imbriquent. Et parfois, quand t'as deux qui s'imbriquent pas, bah, tu mets juste du NAC entre et ça permet de fonctionner. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok. C'est intéressant. Donc pour les femmes, acides gras à balle, complément en oméga 3, huile, après varier les huiles, lin, olive, col, toutes les huiles, peu importe, varier. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise huile, à part l'huile de moteur, mais ça, les femmes, ça se voit pas, d'accord? Petite anecdote comme ça. Une fois pour rigoler, j'ai marqué DW40 en diète, tu vois. Nana Véridique, elle m'a envoyé ça, j'achète ça où? J'en pouvais plus, j'ai rigolé, mais tout seul dans ma voiture, mais je rigolais. Ça se voit pas, les filles. C'est pour faire du travail, tu vois, à la maison. Bref, on coupe, tu vois. Et ouais, genre varier les acides gras. Voilà, quel qu'il soit varié, est-ce que c'est le spectre d'acide gras complet qui est intéressant pour le corps? Ok, ouais, c'est intéressant. Des acides gras, c'est vrai qu'on n'en avait pas forcément parlé, mais enfin les oméga 3, tu vois, c'est le genre de sujet où tu peux pas dire que t'as trop d'oméga 3, quoi. Enfin, je pense pas. Pour les femmes? Non, impossible. Ah si, par contre, je suis un ouf, j'ai oublié, après, parce qu'on parle que je suis un zinzin, du fer bisglycinate, magnésium bisglycinate, du zinc, là les trois pour les femmes hyper important parce que encore une fois hyperinflammation ça veut dire mauvaise répartition en gros ton équilibre, et le problème de ton fer quand tu dis pour les femmes c'est compliqué à assimiler et elles en produisent pas assez, du fer bisglycinate, le fait qu'il soit associé aux vitamines, bah, ça permet une meilleure assimilation. Donc ouais, les femmes, même les hommes, même moi j'en prends, tu vois, pour te dire, complémentation obligatoire. Pour le magnésium, tu veux dire? Fer, magnésium et zinc. Vraiment, c'est vraiment ça va vraiment être le combo des trois mousquetaires là qui est parfait pour vous, parce que au niveau en fait encore une fois sur l'endométriose, le fait qu'il y ait des lésions, même petites ou grandes, quelle que soit leur taille, ça sous-entend que ton corps va du coup pouvoir avoir une production de fer beaucoup plus importante pour pouvoir transporter et pour pouvoir réparer un peu tous les dégâts causés par ces lésions. Okay. Donc du coup, ça sous-entend une plus forte inflammation, une hyperactivité métabolique. Okay, mais le problème, c'est que si tu n'as pas ces minéraux qui sont hyper durs à synthétiser de base et à assimiler, ton corps il va taper dans les réserves. Donc déjà faire contrôler pour voir si c'est pas une petite anémie au passage qui se balade, et après ouais, se complémenter là-dessus. Ok. C'est vrai que magnésium, après ouais, ça concerne beaucoup de gens. Zinc aussi, mais moi le magnésium en tout cas, enfin si souvent dans les trois. Après ça dépend, tu vois, les femmes comme tu l'as dit, le fer c'est encore un autre sujet, mais c'est vrai que je pense que c'est quelque chose à pas sous-estimer, quoi. Ça peut avoir beaucoup d'impact. Bah le fer, à mon sens, toutes les femmes sont anémiées, ni plus ni moins. Ouais. En fait, je sais même plus de bagarre ou pas. Pour moi, elles sont anémiées. Fin de l'histoire. Bah après, et après qui sort du lot en disant ouais j'ai assez de fer ou quoi, mais c'est tellement rare que. Ouais, et puis après il y a des sous-diagnostics. Enfin tu sais, il y a plein de gens ils sont pas diagnostiqués tout court, donc ça compte pas. Mais enfin les chiffres sont bancals. Mais déjà rien qu'en regardant les chiffres qui ne reflètent pas la vérité et qui sont sous-estimés, le pourcentage est ouf. Donc en vrai, tu prends le vrai chiffre. Je pense qu'on est. C'est zinzin, surtout que tu vois, j'ai encore une cliente il y a 3 jours, je l'avais au téléphone, elle devait se bagarrer avec son médecin traitant parce que moi je voulais qu'elle fasse une prise de sang parce qu'à mon sens j'étais sûr qu'elle avait une carence et je voulais vérifier ça, et son médecin il a regardé, il me fait pourquoi vous voulez savoir ça? Frère, je t'en ai même pas discuté, je demande juste de me faire le papier qu'il puisse me faire mon ordonnance. Et quand elle fait son ordonnance, effectivement elle est bien en anémie, tu vois. Ouais, non mais. Ça me rend ouf, ça me rend ouf. Ça enfin moi. Je suis pas forcément confronté parce que dans mes suivis, tu vois, on n'est pas du tout dans la même sphère, mais je sais que je connais d'autres personnes aussi comme toi des fois qui demandent aux personnes qui suivent qui devraient faire des prises de sang pour voir les statuts, etc. Et c'est vrai qu'il y a souvent les problématiques avec les médecins comme ça. Médecin, diététicien, tout. Il y en a une, je l'adore, hein, vraiment de tout mon cœur. Hein. Mais il y en a parfois. En fait, c'est des gens.
Vas-y, je vais remettre un tir. C'est pas grave. De toute façon, je vais en enfer. Moi, je le sais. Donc, je suis plus à ça près. Le programme de BTS diététique n'a jamais été mis à jour depuis sa création. 1945. La vache. Tu Non, prends ça une m'étonne gifle pas. là. J'ai pas fait le BTS, mais ça m'étonne pas. Tout ce que tu apprends en diététique n'a jamais été mis à jour depuis cette année-là. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et banger encore plus. Un étudiant en diète n'apprend pas à faire une diète. Deuxième. Gros gifle. C'est pas une blague. Ils vont apprendre toutes les pathologies qui existent, parce qu'en soi, ça c'est très bien, tu vois. Ils vont apprendre comment faire des plats instagrammables, patati patata. Mais ils vont pas apprendre, par exemple, pour Madame X qui fait tant de sport par semaine, qui a ça comme gestion familiale à avoir, qui fait ça comme boulot, quel total calorique je dois lui mettre, quel type de lipides je vais devoir lui mettre, quel type de complémentation je vais devoir lui mettre, comment je vais pouvoir favoriser son sommeil. Ils apprennent pas ça. Ah ouais? Ils apprennent pas. Parce que moi, au BUT, j'ai appris à faire ça. On s'en est tapé à balle des cas pratiques comme ça. C'était toute une année. En BTS diète, non. Ah ouais? Non, ils vont apprendre. Non. Et en fait, ils apprennent à cuisiner. C'est cliché ce que je veux dire, mais c'est vrai. Ils apprennent à cuisiner, ils apprennent les pathologies, ils apprennent la réaction chimique, mais ils apprennent rien de concret. Ouais, pas la Rien pratique, du tout. quoi. Non, rien. Et quand ils se retournent dans le cabinet, t'as des diététiciens qui viennent les voir. En fait, tu viens les voir et puis voilà, j'ai ça comme problème. Alors, je vais vous recommander de vous mettre une poignée de riz, parce qu'ils n'ont qu'un dosage de ce que c'est qu'une poignée, mais ta poignée à moi et ma poignée à moi, ça correspond à quoi? Déjà, t'as une variation de 150 grammes de volume, tu vois. Ouais. Ça fait quoi? Genre, il n'y a rien de cohérent dedans. Et tu vois, pour le coup, tous les gens que j'ai récupérés après, qu'ils soient sortis de comment ça s'appelle? De suivi diététicien et tout. Après, je les mets pas tous dans le même panier, parce que tu as vraiment des diététiciens qui sont extraordinaires, tu vois. Mais la plupart, quand tu ouvres leur plan alimentaire, s'ils te font une liste de tous les aliments, tout ce qu'ils ont dedans, par exemple la carotte, elle a ça comme vitamine, le citron, il a ça comme vitamine, etc. Et sur leur diète, c'est marqué comment composer la diète, vous faites un tiers. Alors vous mettez une poignée de ça, une poignée de ça. Wesh. Vous êtes sérieux, les gars? Ouais, Pardon. ça, j'en ai jamais discuté en podcast, mais en tant que diététicien moi-même, je ne sais pas quoi en penser. Moi, tant que j'ai envie de te dire, en fait, il n'y a pas de bonne réponse. C'est plutôt tant que ce que tu apportes aux gens est cohérent, que tu viennes d'un BTS, d'une licence TAPS, d'un master en aéronautique, peu importe. Vraiment, tant que c'est cohérent à ce que tu fais et que tu pousses la personne dans son bon sens, c'est OK. Par contre, tu peux aussi avoir un master 2 et t'éclater, tu vois. Et ça, par contre, là, il y a un problème. Ouais. Mais je pense qu'il y a pas mal de cas comme ça, justement. Ouais, malheureusement, ouais. Après, tu sais, il y a aussi l'aspect passion. Moi, enfin, c'est ce que j'en avais discuté il y a pas longtemps avec une autre personne. Et généralement, si tu veux quelqu'un de bon, quelqu'un où tu sens, tu sais, enfin, ça se sent, tu vois, quand tu travailles avec quelqu'un qui est vraiment passionné, qui kiffe, tu vois. Mais souvent, c'est un très très bon facteur enfin, je dis pas que dans tous les cas, ça va bien marcher, ça va bien se passer, etc. Mais du moins, souvent, c'est un bon facteur qui peut t'indiquer que les choses devraient bien se passer, tu vois. Et que ce qu'il va te dire, normalement, ça devrait pas être trop à côté de la plaque, tu vois. Ouais. Il y a un exemple comme ça, après, je m'éparpille, hein, mais un podologue, comme ça, mec, machine de guerre. Je le cite, ceux qui veulent aller voir Pedro Santos, Trocadéro, Paris, extraordinaire comme mec. Tu rentres dans son bureau, le mec est en train de taper sur son ordinateur comme ça. Bonjour, il te regarde pas, ta. Tu t'assieds, au moment où t'as les fesses sur la chaise, il fait ça. Comment? Je t'ai entendu marcher. Waouh! Et le mec, il est connu pour ça. C'est un passionné de la semelle, c'est un passionné du pied. Il suit des équipes professionnelles de foot. Vraiment, c'est un tueur, le mec. Et en 4 minutes, ouais, vraiment. C'est un magicien, le mec. Parce qu'il est passionné. Et vraiment, en 4 minutes, il te fait son analyse complète à son oreille. Ouais, c'est ouf. C'est fou. C'est ouf. Ouais. Pedro Santos, pour ceux qui veulent. Ouais, je trouve ça intéressant comme sujet. Bon, après, là, on s'éparpille, mais je trouve ça quand même intéressant d'en parler un peu, quoi. Il y a trop de choses intéressantes à parler, c'est terrible. Ouais. Ce que je voulais te demander comme dernière question, c'était, j'aime bien demander des top 3 en dernière question.
Parce que je trouve ça assez pratique, tu vois. Mais attends, je vais préciser quand même. Si tu devais résumer en top 3 des conseils nutritionnels que tu donnerais pour mieux gérer l'endométriose, ça serait lesquels? Si tu devais en donner seulement 3. T'as pas le droit d'en donner un quatrième. Bon, en vrai, tu pourras donner un bonus si tu veux. T'es pas obligé de les mettre dans l'ordre en mode le 1 c'est le plus important, etc. Tu fais comme tu veux. Mais si t'en avais 3, ça serait quoi? Fibre, quelle qu'elle soit, fruits rouges, faire bisglycinate. Ok. Top 3. En fait, c'est comme un jeu pour moi, genre. Ok. Et juste comme ça, pour terminer, t'as une raison particulière. Enfin, après, t'es pas obligé de détailler ce qu'on a déjà détaillé, mais c'est juste pour faire un rappel. Si par exemple les fibres, tu devais vite fait décrire, pour rappel, pourquoi c'est selon toi la priorité? Parce que ce sont les éléments qui, à long terme, vous apporteront le plus de changements et le plus de bien-être. Ok. L'endométriose, faut pas le voir comme une pathologie que tu peux améliorer du jour au lendemain, ça n'existera pas. Par contre, sur 2-3 mois de suivi, ouais, tu peux voir la différence. Donc, même si c'est juste incorporer 200 grammes de fruits et légumes, quels qu'ils soient, tous les jours sur 2-3 mois, tu verras la différence. Ok. Et la même chose de le faire parce que c'est un aliment extrêmement peu assimilable. Donc, le temps de refaire les recharges, ça se fait en fonction des métabos entre 2 semaines et demie, 3 semaines. En fait, le premier caractéristique qu'une femme atteinte d'endométriose pourrait voir dans son quotidien serait le bien-être journalier qu'elle aurait. Ce ne serait pas un changement physique, ce serait le bien-être au niveau digestif, au niveau douleur, au niveau j'ai pas le terme, je vais dire caractérabilité, mais ça se dit pas. Mood. Au niveau variation d'émotion peut-être. Ouais, ok. Moins à fleur de peau, moins fragile, plus posé, plus calme. Ok. Ouais. Ok. Bah écoute, voilà. Je sais pas si avant qu'on conclue, etc. T'as un autre point lié à ce sujet-là, un peu que tu voulais discuter, que j'ai peut-être pas posé, parce que ça peut m'arriver aussi de pas poser certaines choses. Bon. Je vais pas plutôt faire un point, mais plutôt faire un rappel et un conseil. Le meilleur conseil que je puisse donner à des femmes qui sont atteintes d'endométriose, c'est n'hésitez pas à en parler. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de honte à avoir par rapport à ça. Il y a trop de femmes qui se taisent par peur du regard des autres, alors qu'il y a tellement de femmes qui ont de l'endométriose, mais tellement. Faut pas avoir peur d'en parler, faut pas avoir peur d'en parler à une pote qui a ça, faut pas avoir peur de démarcher des coachs sur Instagram, que ce soit moi ou un autre, parce que je suis de très loin je veux dire, j'ai pas le terme. Je suis pas le meilleur dans mon domaine, clairement, il y a bien plus compétent que moi, mais ne pas hésiter à en parler, vraiment, c'est déjà une énorme partie du travail qui sera faite. Parce que, alors, la petite phrase exacte, c'est mettre des mots sur des mots. Des mots MOTS sur des mots MAUX. Ok. C'est faire une grosse part du taf, et après le reste, ça dépendra de personne qui vous prendra en charge, mais ce sera beaucoup plus facile d'avancer. Ok. C'est une très belle phrase de fin. Pas hésiter à communiquer, ouais. Mettre des mots sur des mots, ouais. Ça, c'est ta petite devise, ça. En ce moment, c'est plutôt force et honneur avec les partiels, mais ça dépend un petit peu sûr. Et justement, parce que tu as parlé un petit peu que toi, tu prenais des personnes comme ça, enfin, d'ailleurs, c'est un de tes domaines d'expertise, mais où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui souhaitent te retrouver? Je mettrai tous les liens. Instagram, principalement. Ouais, Instagram sur mon compte Lucas Roger Coaching. Et voilà, et si vous voulez me contacter, un petit texto par message, alors vous remplissez le formulaire directement dans ma bio, et après, on voit ce qu'on peut faire ensemble. Ok, bah écoute, voilà. Merci beaucoup Lucas en tout cas d'avoir pris le temps. Je t'en prie, franchement ça m'a fait plaisir. Hein. Ah, c'était trop bien. Trop bien. Ouais. Donc n'hésitez pas à aller voir le compte de Lucas, encore une fois dans la description, d'aller voir son compte Instagram et de le contacter si au besoin. Et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.